Salut à tous, c'est Pang de la chaîne. Bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Madame Lipasco. Re-salut. Tiens, c'est un bip bip, ça doit venir de chez moi ou ça vient de chez toi? Ça doit venir de chez moi. J'ai eu un bip bip. Hop. Non, je n'entends pas un bébé, moi. Ouais, bon, ça doit venir de chez moi. Hop, je vais retirer tout ce qui pourrait bip biper. Ah si, ça a l'air d'être un bip bip d'ici. Ok, c'est bon. Donc, hein? Oh, notre vie est tellement entourée de bip. Ouais, des bip partout. Alors, surtout que moi, j'enlève toutes les notifications. Donc, quand j'ai un bip bip, je suis toujours en train de dire qu'est-ce qui se passe. Donc, on a, dans un premier temps, tenté avec Lee de définir l'objectif de la méthode Silva. Et vous allez voir, on a passé 35 minutes à papoter de ça. Et conclusion, on a plein de questions. Et c'est très, très bien. Mais on va continuer là dans un premier temps là-dessus. On reviendra sur ce type de questions-là parce que je trouve que c'est des questions qui sont fondamentales à la méthode et qui nous permettent vraiment de cogiter sur l'approche qu'on a, alors aussi bien pour les instructeurs que pour les personnes qui veulent découvrir ou pour les personnes qui découvrent. Ça nous permet vraiment de nous mettre sous plein de plans différents et de réfléchir pourquoi on voit la méthode comme ça, pourquoi on l'exploite comme ça, pourquoi plein d'éléments. Et bien sûr, en restant toujours sur le fil directeur de ce que José a partagé lui pendant sa vie. Et maintenant, beaucoup avec les ouvrages qu'on arrive à trouver à côté qui nous permettent d'avoir des infos supplémentaires. On vous a déjà parlé de ce petit bouquin-là. Je sais que certains m'ont dit « c'est dommage, il n'est pas en français ». Ouais. Alors, j'y ai pensé et je me suis dit, bon, si vous êtes courageux, parce que moi, je le fais avec des livres japonais, parce que je tente de lire des bouquins japonais. Et en fait, ce que je fais, c'est que je les achète sur Kindle, je fais un copier-coller de mon truc, je le mets après dans Google Translate et je lis ce qu'il y a écrit. Alors, autant vous dire que Google Translate en japonais, c'est nul, mais au moins, je comprends globalement ce que veut dire l'auteur. Et vu que c'est des textes que j'ai envie de lire depuis longtemps, je les lis comme ça. Bon, c'est pas le truc le plus sympa. Mais vous avez un autre truc, c'est si vous avez des Android, et je pense que c'est pareil sur iPhone, je ne connais pas assez Apple, mais il y a une possibilité qui est pas mal, qui s'appelle, je vous retrouverai le nom, je vous le mettrai en description, vous appuyez dessus et en fait, si vous mettez traduction, si je fais par exemple juste comme ça sur le bouquin, et ben immédiatement, il va me traduire en surbrillance, je vais avoir le truc. Là, je prends par exemple la page, je vous donne un exemple tout bête, hop. Donc, page 116, par exemple, hop, je mets au-dessus. Voilà. Et là, ça vient de me mettre en surbrillance. Allez. Il mérite les grandes choses, ne sont rien d'autre qu'une accumulation de petites choses. Il va donc de soi que les petits détails font que les grandes choses se réalisent. L'homme qui fait bien les petites choses, quelles qu'elles soient, leur apparence insignifiante, ils appliqueront bien de grandes choses. Prendre l'habitude de bien faire les petites choses jour après jour, etc., etc. Et ça se met en surbrillance sur le livre. Donc, c'est Google Lens, L-E-N-S. Et ça, en son, ouais. Et ça, c'est assez génial. Alors, wow. Ouais, non, mais c'est foufou. Hein. Et c'est en direct, c'est-à-dire que, voilà, je ne peux pas vous le montrer à l'écran, mais quand je fais ça, je vous ferai une copie d'écran de ces quatre, c'est marrant. Donc, Google Lens, c'est une app? Bah, même pas. Alors après, je pense que tu peux le mettre en app. Moi, je l'ai directement sur mon téléphone. J'appuie et ça me donne ça. Et ça fait vraiment, ça surplombe le texte en anglais en écrivant en français. Mais c'est génial! C'est bluffant. Alors, je ne sais pas si ça marchera avec ça. Si, regarde. C'est incroyable. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Mais en gros, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Hop. Oui. Tu vois? Oh, oui! Oh! C'est fou, hein? On dirait magique. Ah ouais, non, mais attends, mais moi je suis très technophile et je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est galère pour les gens. Il y a une autre méthode, mais alors le problème, c'est qu'il faut qu'on ait des PDF, des bouquins. C'est qu'il y a certains sites de mieux en mieux faits où on peut rentrer les PDF, des ouvrages en anglais, en américain, en ce que vous voulez, et ils le traduisent. Et c'est des sites, souvent, alors en plus, ce qui est bien, c'est des sites qui laissent un mois gratuit avec 7 ou 8 traductions de documents de 100 ou 200 pages. Donc, on peut avoir, alors les trades ne sont pas toujours folles, mais on peut comprendre largement des documents qui sont un peu complexes. Donc, si ça peut vous aider, vous avez Google Lens qui existe pour les Android. J'imagine que
ça doit exister aussi chez Apple. Mais, alors après, ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, hein, de regarder avec son téléphone comme ça. J'avoue qu'il y a mieux. Mais dans un premier temps, ça peut être pas mal. Sinon, il y a les acheter sur Kindle, regarder sur le PC, faire des copies avec votre souris et faire des copier-coller dans Google Translate. Alors, bien sûr, je sais, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, sympa et tout. Néanmoins, si vous avez vraiment envie de lire et que vous n'avez pas le temps d'apprendre l'anglais parce que vous n'avez pas le temps ni l'envie, ça donne un moyen de lire les livres et les ouvrages originaux qui ne sont pas traduits en français de façon assez confortable et nous donner de l'info. Voilà. Si ça peut vous aider, n'hésitez vraiment pas. Je pense que c'est cool. Et effectivement, ce livre-là, je vous l'avais dit, le fils de Robert, il l'a remis au goût du jour, quoi. Il l'a mis en PDF, pas en PDF, en Kindle. Vous le trouvez. Donc, vous pouvez assez facilement faire ça sur Kindle. D'ailleurs, je vous dis ça, mais sur Kindle, hop, sur Kindle, pour ceux qui utilisent Kindle ou l'application Kindle, on utilise un peu la techno là, mais ça va aider tout le monde hein, qui sont. Par exemple, là j'ai un chapitre 3, ok. Donc là c'est Kindle, ok. Donc je vais dessus. Kindle. Là c'est version Kindle sur une tablette lambda. J'ai surligné le truc, d'accord. Donc là on le voit classiquement. Je mets traduire et toute la partie que je viens de sélectionner. Penser est l'acte le plus naturel qui s'offre à nous. Nous réfléchissons sans essayer, nous pensons sans même savoir que nous pensons. C'est encore plus naturel et sans effort que respirer, etc. Tout est traduit en français. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça avec Kindle. Merci beaucoup. Non, mais aujourd'hui, ils font vraiment en sorte que les bouquins puissent être internationaux, entre guillemets, et surtout, il y a des traducteurs qui sont pas mal du tout. Donc, là, c'est directement sur l'application. Il n'y a même pas besoin d'avoir le petit Kindle. Hein. Vous mettez ça sur une tablette, sur votre téléphone ou autre. Et avec l'application, vous pouvez sélectionner une partie du texte et vous le faites. Alors, ça prend 10 secondes de plus à chaque fois, mais c'est pas grave, ça vous permet de lire l'ouvrage. Donc, si ça peut vous aider. L'application, ça fait partie du Kindle ou c'est une autre app que tu utilises pour traduire Kindle? Non, c'est vraiment l'app Kindle. Tu vois, là c'est l'app Kindle sur le téléphone, d'accord? D'accord. Donc, je vais le mettre là. Je prends ça. Donc là, tu vois, on voit le texte. Je vais dessus. Je surligne. Voilà. Hop. Je vais t'en traduire. Voilà, il y a un petit traduire qui arrive en dessous. Je ne sais pas si tu le vois. Ah, d'accord. J'appuie. Paf. Et ça va me le traduire. Hop. Traduire. Voilà. Il n'est pas étonnant qu'il y ait fallu jusqu'à présent des scientifiques pour réfléchir à la pensée. Oui, il est disséqué le cerveau humain, blablabla. Donc, vraiment, si vous voulez lire ces ouvrages-là dont on vous parle avec Lee et que vous ne lisez pas l'anglais, achetez-les en version numérique Kindle, je pense que c'est le mieux, ou en PDF, et dans ce cas-là, il faut trouver, il y a des sites qui vous permettent de faire traduire, etc. Et vous allez voir, vous pourrez lire les livres. Je vous dis, moi je le fais en japonais, je le fais dans plein de langues, quand il y a des livres que j'ai envie de lire, que ce soit en japonais, en hindi, en chinois, il n'existe que dans ce truc-là. Alors, je passe un temps fou parfois à faire des copier-coller pour trouver les bons trucs, mais au bout du compte, j'arrive à lire mes bouquins et je suis content. Donc, je pense que ça peut aider beaucoup de monde qui veulent avoir de l'info sur Sylva. N'hésitez pas. Voilà, comme ça, s'il y a des personnes qui te disent « Ouais, mais j'aimerais bien le lire, mais je l'ai trouvé qu'en anglais », tu pourras leur dire Kindle traduction et tout va bien se passer, ou Google Lens. Voilà pour la petite info. Alors, reprenons ce livre-là en anglais. Donc, là, c'est les 3 dernières notes. Après, je trouvais que c'était des choses qu'on a déjà parlé aussi. Il décrit après le training Sylva jour par jour. Donc, ça, j'ai pas mis de notes dessus parce qu'on en a déjà suffisamment parlé. Page 116. Alors, qu'est-ce que j'avais mis en avant? Le groupe apprend à se réveiller automatiquement quand il y a un danger en approche, à stopper la douleur par eux-mêmes et autres, et même cesser de saigner. Ouais, alors j'avais trouvé que c'était intéressant. Voilà, oui, c'est ça.
En fait, il nous redonne, on l'avait déjà eu cette info, mais je la trouve vraiment cool. C'est quand Antonio a été appelé pour le Vietnam. Ah oui. Donc, je trouve cette séquence assez intéressante. Et là encore, on parlait dans la vidéo précédente que la méthode Silva, vous allez voir, vous l'adaptez à vous. Et José lui-même a adapté sa méthode parce que les 3 doigts, tu ne peux pas le faire quand tu as un fusil. Donc, il a créé, il a ancré en fait chez son fils et ses collègues d'infanterie un, un, un alpha, à se mettre en alpha pour qu'il puisse être concentré, pour ne pas s'endormir, pour dormir rapidement quand il le faut, pour tirer juste, pour sentir, et là on reparle d'intuition, pour pressentir qu'il peut se passer quelque chose, donc anticiper potentiellement. Et c'est intéressant parce que apparemment, José aurait bien aimé le faire à davantage de jeunes parce que, alors le Vietnam, nous, on s'en souvient plus parce que ça fait quand même un bon paquet de temps, mais il y avait que des gamins, quoi. Il y avait les Américains, vous savez comment ils sont, hein, ils envoient des gamins qui ont zéro habitude militaire, on les fout là-bas et on les envoie se faire tirer dessus alors qu'ils sont incompétents, clairement. Donc, José, à un moment, il a fait la remarque qu'il aurait bien aimé aider plus justement, si sa méthode pouvait aider. N'oubliez pas, hein, José a ce côté très humaniste que je trouve très cool à dire, mais si on peut aider un maximum de personnes, c'est bien pour qu'ils puissent revenir au bercail sans avoir la jambe en deux ou perdre une jambe ou être blessé de partout, etc. Donc, il avait enseigné, quand Antonio a été appelé pour le service en 66, Antonio et José ont décidé de programmer pour qu'ils puissent faire face aux dangers de la guerre, hein, tout simplement. Donc, et c'est là où Antonio a été entraîné à ça, et après il a réussi à avoir quelques volontaires, et c'est ce groupe-là qui avait justement a appris à se réveiller automatiquement quand il y a du danger, à stopper la douleur. Je trouve que ça, c'est vraiment, vraiment bien. C'est vrai qu'on parle très peu aujourd'hui de l'hypnose sur les champs de bataille, hypnose / méthode Silva, etc. Pourtant, c'est quelque chose, moi, il y a quelques années, où il y avait un copain qui était dans l'armée dans un pays étranger qui me disait ça serait bien que tu viennes donner un cours pour les militaires sur le terrain pour justement apaiser les douleurs quand tu viens de te prendre une balle ou quand on va devoir te faire un sale truc à ta jambe parce que tu as perdu ton pied, quand tu vois, tous les trucs. Et bon, ça s'est pas fait, mais j'avais trouvé que c'était génial qu'il dit les gens ne sont pas contre. C'était dans un autre pays, c'était pas en France, mais il dit les supérieurs ne sont pas contre, ça les intéresse. Parce que factuellement, que ce soit méthode Silva / l'auto-hypnose, l'hétérohypnose en l'occurrence, ça peut vraiment, vraiment, vraiment permettre du mieux sur un champ de bataille pour les douleurs. Mais effectivement, je trouve que le principe d'avoir un espèce de trigger, de gâchette qui dit waouh, là, il y a un truc je le sens pas, il y a un danger et je vais être beaucoup plus alerte. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que les bons soldats, on dit il a l'œil, il sent les situations. Je pense que effectivement, à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose d'hyper utile. Pareil, là, cesser de saigner soi-même ou aider les autres à éviter de saigner ou trop saigner. On sait, et là c'est factuel, on n'est pas en train de parler de trucs complètement utopiques et ésotériques. Hein. On arrive, et la méthode, vous l'avez, Lee vous en a parlé elle-même avec le coup de l'ascenseur. Oui. Tu peux rappeler le coup de l'ascenseur pour ceux qui n'ont pas suivi les 150 derniers numéros. A été fermé. Oui, Ouais. oui. C'était une des premières choses où j'avais vraiment très mal. Et en fait, j'étais assez nouvelle. C'était pendant un cours où, en fait, j'ai étudié pour devenir instructeur. Et pendant la pause, la porte de l'ascenseur a fermé carrément sur mon doigt. J'ai dû attendre que la porte ouvre pour pouvoir le sortir. Alors, bien sûr, il était gonflé, il saignait beaucoup. Et j'étais sur le point de m'évanouir, tellement j'avais mal. Et Michael était avec moi et il m'a hurlé, mais lis vite, le gant anesthésique. Mais c'est vrai que c'est presque automatique. Quand tu as mal, tu fais « ouch ». Et j'ai fait comme ça. Michael a mis sa main aussi. Et j'ai parti. Et effectivement, après un moment, parce que j'étais convaincue que c'était cassé. Mais après un moment, j'ai osé
l'enlever, j'ai osé bouger et effectivement, c'était pas cassé. Il avait revenu à la taille normale. Il était totalement anesthésié, il ne saignait plus et la douleur n'est jamais revenue. Alors là, j'étais convaincue que Je trouve que tout ce qui est travail sur le corps, c'est quand même un des trucs les plus impressionnants. Euh, et donc, la capacité à faire moins saigner ou arrêter les saignements, c'est quand même un truc très cool. Hein. oh oui, oui. Moi, je vous en ai déjà parlé, mais je m'étais déjà fait couper plusieurs fois les arcades en boxe, bon, ce qui est classique, hein, c'est rien de méchant. Ou le nez. Le nez, je me le fais éclater régulièrement, donc il aime bien saigner. Et c'est amusant de voir que avec le temps, parfois, allez, le temps que j'aille au vestiaire, ça doit prendre 10 pas, ouais, avant d'arriver au truc. Ça a déjà diminué l'écoulement. Je passe de l'eau dedans, je continue à rester en alpha et à me dire, OK, stop, c'est bon, OK, tout est OK. Je regarde si le nez n'est pas de travers, je remets bien la cloison, voilà, classique. Et souvent, je retourne boxer, allez, moins d'une minute après, et je saigne plus. Mm. Pareil avec l'arcade. Bon, l'arcade, en général, tu dois te la faire recoudre, mais l'arcade, ça coule. Hein. Et donc, quand tu arrives assez rapidement, alors, c'est pas toujours immédiat, mais il y a des moments, j'ai été étonné de me dire, ouais, en 10 pas, j'avais le truc qui avait quasiment cessé de saigner. Alors qu'on sait que l'arcade, c'est très, très, très irritant. Donc, ça, je trouve que l'idée de José était géniale. Et si on généralise de plus en plus, oui, pour l'armée, bien sûr, pour les médecins, bien sûr, pour les infirmiers, les services d'urgence, les pompiers, etc., c'est un super système. Je trouve que c'est très, très cool. Aussi, les trois doigts pour l'intuition. Hein? En fait, parce que là, je crois qu'on ne mentionne pas, mais moi, j'ai connu Tony, justement, et il me disait effectivement que lui, il était tellement observateur du danger qu'on lui a fait le point man, c'est celui qui va avant. Donc, dans la jungle, vraiment, les tout petits sentiers, très dangereux. Et il me disait, mais j'avais toujours le doigt comme ça, avec le fusil dans la main. Et il disait, il y a un moment, par exemple, où je ne savais pas pourquoi, mais tout d'un coup, j'ai senti que ma tête allait comme ça. Et puis, il y avait une balle qui était passée là où était ma tête. Et il dit, pour moi, c'était l'intuition. Alors, on peut expliquer ça, peut-être il a détecté, blablabla, mais en fait, ça lui a sauvé la vie. Et à un autre moment, tout d'un coup, il a arrêté parce qu'il sentait qu'il ne fallait plus avancer. Et tout le monde dit, je ne sais pas, il dit. Et puis, on a arrêté. Effectivement, il y avait une mine en plein milieu du sentier. Et s'il avait mis le pied dessus, boum. Voilà. Donc, il nous raconte plusieurs histoires comme ça, que parce qu'il a, et pour lui, c'était parce qu'il avait l'équivalent des trois doigts et son intuition était hyper alerte et ça lui a sauvé plusieurs fois la vie. Ça, je trouve que c'est des exemples qui sont vraiment. Bon, alors moi, ça me parle parce que tout ce qui est un peu guerrier et tout, ça réveille tout de suite en moi des trucs à dire, oh, c'est très bien tout ça. Oui, ça ne pas à tout le monde, mais moi, j'aime bien ce genre d'exemple-là parce que je me dis, oh, ça, c'est efficace. Sachant que tu as des vieux maîtres, quoi, des vieux maîtres. Il y a des légendes parce qu'après, moi, je ne les ai pas rencontrés, donc je ne peux pas te dire, mais il y a un vieux sensei qui avait créé l'aïkido, donc qui est un style martial. Et au sensei, il s'appelait Morihei Ueshiba. Il dit, bon, c'était un gars ultra, ultra religieux, hein, un extrémiste à fond dans tous les niveaux. Et il dit qu'autour de la quarantaine, 42 ans, je crois, il a eu un Satori. Donc, Satori, c'est un éveil. Et il disait, ça c'était intéressant, alors je ne sais pas si c'est vrai, parce que l'aïkido, c'est compliqué, c'est très. C'est pas de la boxe, quoi. Tu vois, c'est un coup qui arrive assez lentement, etc. Mais bon, bref. Il expliquait que lui, il était en Mandchourie. Donc, c'est quand même quelque chose de non anodin. 42 ans en Mandchourie, parce que nous, pour rappel historique, les Japonais voulaient prendre la Chine et la Mandchourie voulaient en faire un nouveau Japon. Et les Japonais, c'est pas le peuple le plus sympa du monde quand ils sont en mode expansion. Hein. C'est un peu les mecs qui étaient potes avec les nazis à l'époque. Hein. Donc, c'était pas les plus sympas. Hein. Mais, qu'importe, Ueshiba était ce qu'il était. Et il dit à un moment, après il y a un combat qui se passe et à l'époque, il y avait pareil, exactement ce que tu viens d'expliquer avec Tony. Il dit, je sens qu'il y a quelque chose qui arrive, une balle, il tourne la tête, je ne sais plus quoi, pareil, la balle, elle passe. Et il dit, je vois surgir après un mec avec, alors, à mon avis, c'était les fusils avec les couteaux au bout, là, qui a le planter. Et il dit, j'ai commencé à avoir des rayons de lumière. Lui, c'est sa manière à lui d'exprimer les choses. Et à partir de là, il a pu esquiver, etc. Et à partir de là, il dit qu'il anticipait
Alors, on est quand même plus sur du physique à ce moment-là, hein, parce que quand même. Mais il disait à chaque fois que quelque chose allait se passer, il avait un flash de lumière qui donnait une direction, tu vois, gauche, droite, en haut, en bas, etc. Et de beaucoup de livres que j'ai lus, parce que le problème, c'est que je ne voulais pas lire qu'avec ses élèves, parce que souvent, c'est comme quelqu'un qui a fait la méthode Silva avec José Silva. S'il a bien aimé, après, il n'est pas forcément toujours hyper objectif, parce que tu aimes bien le système, tu aimes bien José, et de fil en aiguille, c'est dur d'être objectif. Et on est tous pareils, hein, c'est complètement normal. Et j'ai trouvé un gars qui était contre lui au départ, qui détestait Ushiba, qui venait du judo, très concret. Et alors, judo, c'est vraiment l'inverse de l'aïkido, on sait que les mecs s'y mettent, hein, ils y vont. Et il a passé sa vie quasiment à essayer d'éclater la tête de Ushiba. Et il n'y est jamais arrivé. Il disait, mais c'est incroyable, il anticipait. Donc, on revient sur ce principe d'intuition. Et il disait, Ushiba m'avait dit que je pouvais l'attaquer la nuit quand il dormait, aux toilettes et tout. Et il l'attaquait dans toutes les situations. Il sentait. Alors, oui, il y a quand même un truc physique. Peut-être qu'il entendait le sol craquer. Mais que tu le veuilles ou non, tu as des gens qui développent une intuition physique. Là, ce coup-ci, on revient si on sépare les formes d'intuition, qui sont complètement incroyables et que je trouve assez génial. Alors bon, pour la baston, on ne se bat pas tous les jours, donc c'est pas le truc le plus intéressant. Mais lui, c'est devenu son métier, donc ça va. Mais je trouve que cet élément-là et cet exemple que donne José, en l'occurrence Robert, sur Tony, est vraiment, vraiment intéressant parce qu'on voit que la méthode et l'utilisation de l'intuition et l'utilisation de ce petit plus peut permettre à des gamins et à moins des gamins, avec tout le monde. Imaginez en voiture vous dire ah bah c'est bon, le feu est au vert et vous dire je le sens pas et tu freines et tu vois il y a un truc qui passe et ça arrive à plein de gens. Hein. Ouais. Bah ça te sauve la vie. Hein. Ça te sauve la vie et ça peut sauver la vie de plein de gens donc c'est assez génial. Donc ce genre de choses là très concrètes du quotidien qui peut être utilisé, c'est génial de l'avoir programmé, de l'avoir mis en place, etc. etc. Ça c'est vraiment moi j'ai trouvé cool. Et là, ce chapitre-là est vraiment chouette parce que justement, il parle un petit peu de ce que Antonio, il disait, hein, tous les gars sont revenus, tous les gars qui ont été entraînés sont revenus du champ de bataille avec plein d'histoires, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus forcément de la guerre du Vietnam, mais je trouve que ça, c'est un beau, c'est une belle chose. Et si vous avez des enfants qui vont à l'armée, ça peut être sympa de juste leur proposer un ancrage sur être plus vif, comme dit Lee, être alerte, être plus ouvert, etc., etc. Si ça marche pas, ça marche pas, mais si ça marche, c'est un gros plus qui est plutôt. Oui, justement. Depuis quelques années maintenant, je prends toujours le temps quand j'enseigne les cas de demander aux gens, est-ce que vous avez des histoires d'intuition dans votre vie? Quelquefois, c'est des toutes petites choses, mais quelquefois, comme tu dis, c'est des trucs qui ont carrément sauvé la vie de quelqu'un. Ouais. Et on ne sait pas comment on a pu savoir, mais on freine, comme tu dis, on met les freins tout de suite et on ne sait pas pourquoi. Et puis, il y a un camion qui passe qui aurait pu vous écraser complètement. Et il y a maintes d'histoires comme ça. Impressionnant. Ouais, ce principe-là est amusant. Mais à l'époque, alors je ne sais pas s'il y a ça dans la culture anglo-saxonne, mais en France, on parlait beaucoup de la dame blanche au bord de la route. Tu as déjà entendu cette histoire-là? En gros, des gens qui allaient avoir un gros accident, au bord de la route, une dame blanche. Bon, c'est un truc en France qui vient de je ne sais pas quand, et souvent, les gens disaient quand on voit la dame blanche, on sait qu'on va avoir un accident. Et justement, le fait d'associer, je la vois, et des gens se disent, là, je vais arrêter la voiture, et où je vais m'arrêter pendant un moment, fait qu'il n'aurait rien arrivé. Alors, est-ce qu'il leur serait arrivé quelque chose si ils avaient continué? On ne sait pas. Mais il y en a qui ont eu des accidents et ont dit, mais j'ai vu la dame blanche, et après, j'ai eu un accident. Donc, le lien de cause à effet, t'imagines tous les points de référence et les notions d'intuition, mais on s'en fiche que ce soit vrai ou pas vrai, une hallucination ou pas. C'est pas le problème. C'est si tu associes la notion de te dire quand il y a un danger, il y a une dame blanche, ou il y a, comme Ushiba, un fil de lumière, ou il y a un truc en moi qui me stoppe, c'est un point de référence et c'est quelque chose qui peut être hyper utile dans votre quotidien. Et c'est là où vous voyez que vos croyances peuvent jouer. Il y en a, ils vont utiliser Saint-Christophe pour dire c'est le patron des voyageurs. Et si mon petit machin, il bouge, à un moment, j'arrête parce que peut-être je suis en danger, etc. Et ils disent, j'ai fait des milliers de kilomètres, des millions de kilomètres et j'ai jamais eu d'accident. Et chacun a sa croyance, chacun a ses points de référence. Et c'est ça qui est très, très, très intéressant dans la méthode. Il n'y a pas un point de référence qui est juste. Oui.
avant-dernier, ouais, bon, on finit sur ces deux derniers. L'avant-dernier que j'ai trouvé intéressant et que c'est vraiment, je trouve, ça cadre bien avec tout ce qu'on a dit en amont. José considère que tout ce qui est fiction est une perte de temps. D'accord? Donc, en gros, imaginons qu'il s'en fiche. Lui, il veut pragmatique, concret, etc. Ça, franchement, c'est probablement le seul fait où je ne suis pas du tout d'accord avec José Silva, mais ça va. Ah ouais. Et c'est quelle page ça? C'est page 118. 118, ok, ouais. Oui. Tu vas voir, c'est avant le dernier. Il disait souvent qu'il perdait son temps avec la fiction, il fallait juste les faits. Ah, lui, il veut que des faits. Donc, il aimait encourager les personnes à utiliser plus leur esprit pour résoudre des problèmes et improve the world, pour faire évoluer le monde. Donc, ça serait intéressant. Et on le garde pour la dernière fois, pour la prochaine fois. J'ai envie que tu me papotes de pourquoi tu n'es pas d'accord avec fiction. Je sais globalement, mais je trouve que c'est intéressant à revenir là-dessus. Attends, je le noterai après. Très, très bien. Et le dernier que j'avais pris. Ah oui. Ah oui, ça, j'avais trouvé que c'était hyper intéressant. Et j'ai été ultra étonné. Ah ouais. Lui qui est quand même un monsieur qui faisait attention à lui, qui faisait de la boxe, qui faisait de la muscu, qui était un mec qui était physique. Hein. Quelle page? Page 122. 122, oui. Ouais, tu sais qu'il était assez contre le sport pour une raison toute bête, parce qu'il disait que ça abîmait la création divine. Et notamment, il parlait de boxe. Alors, je ne sais plus si c'est dans ce chapitre-là ou pas, mais à un moment, Stone, tu verras, ça c'est un entretien. C'est en fait chapitre 12. C'est José Silva, Spiritual Belief. Et tu vas voir, c'est une petite interview qu'il a eu José et Robert. Oui. Et il dit que penses-tu des bons côtés du sport, comme le développement physique du corps, atteindre des objectifs, aller au-delà, etc. Poser des objectifs et aller au-delà. C'est très bien pour les participants, spécialement pour la forme physique, pour les programmes de forme physique et le système d'éducation, dans un système d'éducation. Mais je déplore que des milliards, billion c'est milliards en anglais, hein. Non, c'est millions, c'est milliards. Milliards d'heures sont passées dans le monde à aller vers du divertissement par le sport. Imaginez ce qu'ils pourraient faire avec ce temps et l'argent s'ils ils allaient directement pour corriger les problèmes, les menaces de la vie et de la planète, etc. Et un autre moment, alors je ne l'ai pas remis, mais il critiquait les boxeurs pros. Il dit les boxeurs pros, c'est pas bien, ils abîment leur corps, etc. J'ai trouvé que ça, cette petite phrase-là. Il faisait du boxe. Mais lui-même a fait de la boxe. Oui. Mais il l'a pas fait en pro, tu vois. Je pense qu'en pro, on le sait, hein. Et que ce soit la boxe ou n'importe quel sport, quand tu le fais à très haut niveau, à 35 ans, ton corps n'est pas en bon état. Hein. Et c'est pour ça qu'il n'était pas tellement pour. Mais je trouvais que c'était amusant, parce que c'est pas quelque chose de très commun. En général, on dit le sport, c'est très bien. Lui, c'est amusant. Il dit non, les gens qui regardent le foot et tout ça, vous êtes sympa, mais si vous utilisez cette énergie à faire des trucs concrets qui aident le monde ira mieux. Voilà. Et je trouve ça très drôle. Je trouvais que c'était très bien pour conclure. Il était contre le sport, mais en fait, je comprends très bien, parce qu'il disait, par exemple, regarde une telle personne. C'est un footballeur qui gagne des milliards de dollars. Et simplement pour justement chasser une balle et donner un coup de pied. Et dit, pourtant, voilà quelqu'un, scientifique, médecin, qui dépasse toute sa vie à vouloir aider les autres, et il n'a presque pas un sou. Donc, il dit, nos sens de valeur ne sont pas bien équilibrés. C'était plutôt... C'est d'accord. Et puis, je pense... mais c'était beaucoup trop exagéré quand même. Mais c'est ça. Mais tu vois, on revient sur le truc précédent. C'est-à-dire que il n'est pas pour trop l'entertainment, la notion de divertissement. Je pense qu'aujourd'hui, il ne serait pas heureux, tu vois. Je ne suis pas sûr qu'en 2020, il serait super heureux, dans le sens où on est rentré dans une société d'hyper-divertissement. On a du mal à, tu sais, ce qu'il appelle les excentriques versus les concentriques. Aujourd'hui, on a une société qui est
qui n'arrivent pas à se concentrer. C'est un vrai problème, on le sait, hein, les jeunes, les moins jeunes, à cause des réseaux sociaux, à cause des TikTok, des Instagram, etc. C'est un vrai problème. Et lui, il a un vrai il n'aimait pas du tout cette notion de on perd du temps avec des choses qui nous décentrent, nous rendent excentriques, nous écartent du centre de soi-même, parce que quand on est au centre de soi-même, on peut faire de bonnes choses. Et quand on est diverti, en fait, on utilise de l'énergie pour regarder un Super Bowl, un match de foot de Manchester ou de PSG ou je sais pas quoi. Et les gars perdent du temps à la place d'aider de l'humain. Et je pense que là-dessus, il a quelque chose où il se dit quelle perte de temps. Sauf qu'aujourd'hui, imagine avec les téléphones portables, comment je pense qu'il serait complètement... Il n'adhérerait pas, je pense, à ce style de vie-là parce que pour lui, c'est trop... tu passes 2 heures sur TikTok ou sur Instagram ou sur Facebook. Tu aurais pu faire quoi? Alors que, bon, on pourrait dire sur Facebook ou Instagram ou autre, tu pourrais donner des très belles choses aux gens, tu vois, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais pour lui, il y a cette notion-là. Donc, j'ai trouvé que pour conclure, c'était pas mal. Je trouve que ça donne aussi une vision de José qui est quand même, et on l'a déjà dit, hein, c'est un homme du début du 20e, avec le côté mexicain rigoureux. Et faut pas l'oublier. C'est quand même une méthode d'un gars qui a voulu que les choses... On bosse, hein. On n'est pas là pour rigoler. Comme il disait, la vie n'est pas une grande pause café. Exactement. Moi j'adore, hein, je suis assez fan, mais bon, après je comprends que pour des gens ça ne leur parle pas trop. En tout cas, voilà ce petit ouvrage, vraiment, tentez de l'avoir. C'est un très très bon ouvrage, il est très chouette. Et on commencera donc la prochaine fois le livre dont je vous ai parlé la dernière fois et dont j'ai reparlé en début de session. Hop, je vous retrouve bien le truc donc, qui s'appelle Open Doors for a Better Life with Silva Method. Et en l'occurrence, c'est un bouquin qui n'a jamais été sorti, qui a été édité en janvier 2024 par le fils de Robert Stone. Et il est sympa. Il est sympa. Il y a des choses qu'on connaît hein, très bien, mais il y a des manières d'aborder qui sont cool et c'est pour ça qu'on en parlera avec Lee. Vous allez voir, ça va être cool. Voilà. Nous, avec Lee, Lee, elle n'est pas dispo pendant 2-3 semaines parce qu'elle va un peu se promener en Europe. Tu vas quoi? Tu vas en Belgique? Il y a plusieurs cours en Belgique et puis il y a le cours à Paris le 30, 31 et 1er avril. Et après ça, je serai revenue. Donc, la première semaine avril, je serai encore disponible le jeudi. D'accord? 30-31. 31, c'est samedi, dimanche. Le 1er avril, c'est lundi, mais je serai de nouveau disponible pour le jeudi. Je crois que c'est le 4, oui. Donc, vous allez devoir patienter 3 semaines là, hein, ou aller voir Lee en live, parce que vous pouvez voir Lee en live en Belgique et ou en France. Et c'est où? Tu le fais chez Sonia non, cette fois-là, j'essaie à un hôtel c'est à Porte-Bonnulet, donc normalement c'est facile à trouver. J'ai pas déjà essayé, mais il y a quand même une grande salle. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir vraiment dernière minute, il n'y a pas de problème. Je l'ai loué effectivement parce qu'il me fallait une grande salle. Oui. Cool. La dernière fois, j'ai dû refuser des gens, ça ne va pas. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y aura une réunion d'anciens? Non, je serai beaucoup. C'est que 3 jours. Et oui, c'est 3 jours. Oui, voilà. C'est juste les 3 jours de Pâques parce que pour beaucoup de gens, c'est le seul moment où ils sont libres et peuvent voyager. Oui, bien sûr. Je suis beaucoup trop occupée avec l'administration et le dernier jour, je dois tout nettoyer, mettre dans la voiture, vider la salle. Donc, non, hélas, non. Sans problème. Eh bien, nickel. Donc, n'hésitez pas à envoyer un mail à Lee si vous avez envie de participer au live de la méthode Silva. Vous pensez aussi qu'il y a d'autres instructeurs partout en France, en Belgique et en Suisse. Et donc, vous pouvez également les contacter pour faire la méthode en live ou online, c'est comme vous préférez. Et nous, on vous revoit dans 3 semaines. Envoyez-nous vos messages si vous avez besoin, vos questions si vous avez besoin. On y répondra avec plaisir. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Merci Lee. À dans 3 semaines. Ciao. 3 semaines. Ciao.